êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International diffusée depuis Taipei, Taïwan. Merci de nous suivre sur ces diffusions directes depuis notre site de transmission dans le nord de Taïwan. C'est la dernière semaine et plutôt le dernier week-end de la diffusion. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la fréquence 11 995 kHz entre 17h et 17h30 et 9545 kHz, 9545 kHz entre 17h30 et 18h. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos rapports d'écoute qui seront confirmés par la suite par une carte QSL spécialement éditée. Et au programme de ce vendredi 30 août, je vous invite tout d'abord à réécouter l'émission Les joies de l'éco-construction de Sasa qui s'intéresse au congrès mondial du bambou avec aujourd'hui un lien avec la France. Très bonne écoute à tous. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans Les Joies de l'éco-construction, l'émission de Radio Taïwan International consacrée aux matériaux de construction naturelle et tout ce qui gravite autour. Voici encore aujourd'hui un épisode en lien avec le congrès mondial du bambou qui s'est déroulé à la mi-avril en Taïwan. Après vous avoir parlé des liens entre Taïwan et le Guatemala la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler des liens avec la France. Alors, quand on parle du bambou, c'est vrai qu'on pense plutôt à Taïwan qu'à la France, mais il y a aussi des choses qui se passent en France, des plantations qui commencent à se développer, des chercheurs qui s'intéressent au bambou et même des entrepreneurs qui innovent grâce au bambou. J'ai rencontré lors du congrès le chercheur Jean-Luc Kouyomji et l'entrepreneur Edouard Sherwood, qui sont tous deux ambassadeurs de l'Organisation mondiale du bambou, dont le président Michel Abadi est français également. Jean-Luc Kouyomji est ingénieur de recherche au Centre technique français du bois et de l'ameublement, FCBA, et fait partie de l'équipe basée à Bordeaux. Ses recherches portent sur l'emploi des matériaux biosourcés dans la construction, avec une spécialité dans la physique de la construction, par exemple l'acoustique et l'énergie du bâtiment. Il s'intéresse aussi à la problématique du réemploi des matériaux de construction, et en plus de tout cela, il est passionné par le bambou. J'ai aussi une autre activité qui m'a toujours accompagné, c'est le bambou, le travail sur le bambou. Et donc moi je vois le bambou comme un potentiel matériau, un peu la fibre du futur, ou la pluie de la filière pour la construction et pour les matériaux de la construction. Moi j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est mise au point de panneaux, mise au point de systèmes composites, de produits composites. Je me suis spécialisé et devenu expert. Aujourd'hui, je donne des cours à l'université sur cette question, mais aussi une conférence et aussi je fais des formations pour des gens qui sont un peu porteurs de projets, qui se lancent sur le bambou en France. Jean-Luc Kouyomji a participé au projet de recherche européen Bamboo for Europe. Son travail consiste notamment à effectuer de l'appui technique et scientifique pour des laboratoires qui font de l'innovation, par exemple pour la certification de produits avancés en bois et en bambou. Il a aussi fondé l'association Bambou Science Innovation qui comporte un volet humanitaire. Par exemple, on a eu un grand projet aux Philippines depuis 2012. On a travaillé sur la mise en place d'un système constructif. Le projet maintenant on l'a quitté puisque il faut arrêter de suivre les travaux. C'est un projet humanitaire, il faut le livrer. Là, on a mis au point tout un potentiel constructif qui s'est transformé en grand projet. Donc on avait quitté, on était aux alentours de 500 maisons construites. Aujourd'hui, c'est plus de 2000. On les a quittés avant le Covid, c'est assez récent finalement. Et donc ce qu'on avait fait pour eux principalement, c'était mise au point et l'assistance technologique et scientifique pour la personne qui était responsable du projet, d'une part. Et d'autre part, on avait aussi travaillé sur la mise au point d'un savoir-faire pour le traitement du bambou. Et ça, ça n'existait pas en fait. C'est quelque chose d'assez pratique et donc on peut faire un petit cocorico puisque la technologie est française. C'est mis au point par Eric Ezel qui est un chimiste de la filière bois, qui est spécialisé en produits de traitement, et puis moi-même. Donc
un procédé qui est peu dangereux et qui nécessite 15 étapes assez pointues en fait, avec beaucoup de qualité. Et donc ce projet-là, maintenant on essaie de le développer. Mais on l'a fait dans le cadre d'un projet complètement humanitaire, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient de haut niveau, qui m'ont aidé sur le projet, étaient d'accord, travailler là gratuitement, parce qu'on n'avait pas demandé de l'argent à des gens qu'on essaie d'aider, quoi. Donc on l'a fait gratuitement avec grand cœur, et puis ça a été un très bon moment pour nous tous. Cette méthode de traitement du bambou destinée à la construction pour le protéger des insectes et des champignons n'est pas à base de borax habituellement utilisé pour traiter le bambou, mais s'appuie sur les produits utilisés pour le traitement du bois. Le borax, c'est un produit qui est dangereux, qui sort facilement pour la matière pour aller traiter. C'est un sel, donc il est sort tout le temps. Les gens finissent sur les mains, dans la bouche, voilà, par terre pour les enfants. Pour nous, pour moi et Eric, et Ben, qui était l'inventeur, c'était hors de question de travailler avec ce matériau. Donc on a travaillé avec des produits que l'on connaît, que l'on sait doser, des produits de la filière bois, des produits certifiés. Donc c'est des produits dangereux, mais dans des concentrations hyper maîtrisées et qui restent dans le bois ou dans le bambou, qui ne reviennent pas dans les mains des enfants parce qu'ils ont touché le bois, le bambou. Donc voilà ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on sait au mieux dans la filière bois. On a fait un transfert technologique, on a fait petit pas de côté. Et comme je disais, la technologie nécessite 15 étapes. On passe par le moment où on lave la matière, on enlève l'amidon à l'intérieur, etc. En quelque sorte, on essaie de rendre le bambou moins appétant. Tout le monde le mange, le bambou, même nous. On le rend moins appétant pour les insectes et on le traite avec la dose suffisante et nécessaire pour qu'il dure longtemps dans une construction. On a transformé en fait la matière qui était inutile en matière technologique. Edward Sherwood, quant à lui, travaillait sur le design de robots pour les semi-conducteurs et il y a quelques années, il a eu envie de se lancer dans une activité plus durable. Alors il a fondé en 2013 l'entreprise Cobratex, spécialisée dans les renforts de matériaux composites à partir de bambou, ou dit autrement, comment utiliser les fibres de bambou pour renforcer les matériaux composites. Les produits de Cobratex sont des alternatives à la fibre de verre et à la fibre de carbone, dont la production soit consomme une grande quantité de sable, soit émet beaucoup de gaz à effet de serre. Le bambou non seulement n'émet pas de gaz à effet de serre, mais en plus il séquestre le carbone. Les matériaux de Cobratex sont utilisés dans les skateboards, mais aussi en aéronautique, dans les prothèses, dans l'industrie marine, etc. L'entreprise a déjà 180 clients. La demande va croissant, mais il faut maintenant passer à une phase d'industrialisation et pour cela, Edward Sherwood cherche des investisseurs. C'est assez original en matière. On vient en concurrence avec la fibre de verre, ce qu'on appelle la fibre de verre, mais pour les composites, pas d'isolation. La fibre de carbone, c'est assez parlant. Mais on s'est inspiré du bambou, de comment on travaille le bambou, pour essayer de proposer un confort qui est plus en ruban. C'est là où on fait des composites, mais on apporte quelque chose d'assez original. L'ambition de Cobratex, c'est de construire une usine en France en s'appuyant sur les plantations de bambou hexagonal dont Edward Sherwood a constaté un développement ces 2 dernières années. En parallèle, il ambitionne aussi de trouver des partenaires pour construire des usines ailleurs, que ce soit en Asie ou en Amérique latine, pour percer sur d'autres marchés. Participer au Congrès mondial du bambou à Taïwan, où il a présenté les projets de Cobratex, lui a permis de tisser des liens. Déjà, ça consolide des liens que j'ai depuis plus de 10 ans avec beaucoup d'acteurs. Ça tombe bien ce moment. On est en train de s'industrialiser de ce moment où il faut commencer à faire des choses, et qu'on signe des partenariats. À suivre donc ces prochaines années, et peut-être en lien avec Taïwan. En tout cas, pour Jean-Luc Kuyumji, Taïwan est un partenaire très important dans le domaine du bambou. Taïwan, ça a été le fer de lance de la technologie, de la transformation technologique du bambou. Donc les grandes innovations sont venues d'ici. Les produits pour densifier le bambou, on appelle ça le strand de bambou. C'est des lamelles qu'on va mettre sous une presse. On va aller au-delà de la rupture de ces lamelles pour les densifier. On va l'extrebouiller, vider l'air qu'il y a dans les vides, en espérant très fort avec de l'alcool, pour en faire un produit plus dense, inattaquable quasiment par les insectes, il résiste au soleil, à la pluie, etc. Et la génération d'avant, c'est lamelles et collées.
C'est l'épicentre, Taïwan, aussi la Chine et le Japon. Alors il y a aussi un couple technico-économique et social aussi, parce que la main-d'œuvre, aujourd'hui si ça boom en Chine, pour ces matériaux, ça sera beaucoup plus compliqué que ça marche à Taïwan, parce que je suppose que la main-d'œuvre est supérieure ici. Mais c'est pas possible, puisque donc, ils continuent de faire du bambou, ils font des produits spécialisés, produits, je suppose, cosmétiques, de haut niveau, de haut rapport qualité-prix, c'est normal, le marché s'adapte, et ils ont laissé la production de masse pour d'autres pays, quoi. Voilà, où la main-d'œuvre est moins chère. Donc c'est le cas aussi en Corée. En Corée, ils sont comme ça. Il y a beaucoup de produits cosmétiques, beaucoup de produits de santé, beaucoup de produits de bien-être avec le bambou, et ils ont un marché terrible. Ils ont créé un A à Z dans les années 2000, c'est pas vieux. Et par exemple dans la région de Dalian, l'ancien congrès, deux congrès avant, 2015, congrès 2015, on a découvert une zone où le président était adoré par son électorat, puisqu'il avait créé 1000 emplois. Avec le bambou, c'est-à-dire un parc, des thèmes, les gens, il y a des gens qui venaient se balader, qui se sentaient mieux, parce qu'ils s'étaient baladés dans vous aurez, bon bah tant mieux. Taïwan, c'est disons la zone technologique asiatique très intéressante. Effectivement, on avait parlé plutôt pour les produits panneaux ou process, quand on avait besoin de technologie pas de pointe, disons des bougies de haut niveau, fabriquer les machines. On a bien vu que Taïwan, ça devait être le meilleur endroit, en tout cas le meilleur compromis technico-économique pour fabriquer une usine par exemple. Donc ils ont tout le savoir-faire, c'est sûr la même chose en Chine, mais au niveau de qualité on va dire, puisque en Chine on a toutes les qualités. Mais là c'était pour les machines de transformation du bambou. Le vendeur de machines qui a visité ici, qui vient proposer des machines qui étaient quasiment certifiées, ne jamais pouvoir tomber en panne, etc. Donc moi j'avais fait un tour il y a quelques années avec des industriels pour sélectionner nos fournisseurs. Donc pour la partie la plus technologique, on avait choisi de travailler avec eux. Et on a été reçus par les technologues qui étaient de très bon niveau, ils étaient plutôt rassurés, même si ça coûtait 3 ou 4 fois le prix. Une machine qui tombe en panne, vous perdez beaucoup plus que son prix. J'ai demandé à Jean-Luc Kouyonji où en est la prise de conscience par les autorités et les industriels en France que le bambou est un matériau d'avenir, notamment dans la construction. Ma société je travaille sur le bambou depuis 20 ans. Et c'est vrai que quand on en parlait il y a 20 ans, on se faisait railler. On nous moquait en fait. C'était difficile de travailler sur le bambou à ce moment-là, parce que quand on est chercheur, on s'intéresse à des sujets importants, qui rendent service à la communauté. Et bien, c'est pas le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts. Les gens parlent très naturellement. On touche le bois dans la construction. Et c'est invité dans notre session, c'est une session organisée par lui. C'est invité dans une session. Des gens de Puissant, des gens du bambou qui ont présenté les potentialités du bambou. Alors moi je suis invité dessus, je représentais la filière bois. Et donc j'étais heureux de voir que tous les matériaux ressourcés sont vraiment plébiscités aujourd'hui. Et d'autre part, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas trop le choix en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de réduire la facture environnementale au niveau de la construction. La construction, c'est un petit pourcentage de la production de carbone. On a focalisé sur les avions, mais les pauvres malheureux, ils ne représentent que 1,8 ou 2% des émissions. Donc si on les supprime, on gagne 2%. En gros. On va mettre tous nos efforts là-dedans. Et puis empêcher les gens de bouger. Je ne sais pas si c'est bien. Un manque de plafond peut-être, mais c'est aussi, voilà, on n'aurait pas pu organiser ça comme par exemple. Donc c'est pas une grande économie. Par contre, passer au secteur qui lui consomme et produit 42% du carbone dans le monde, on a toutes nos chances de diminuer de 15% facilement. Encore faut-il, pour qu'une telle transition puisse avoir lieu, planter davantage de bambou en France. Ce n'est pas que le bambou y pousse mal, puisqu'il existe des variétés tout à fait adaptées au climat tempéré.
C'est plutôt qu'il n'y a pas encore suffisamment d'implantations pour passer à l'essai industriel. Et selon Jean-Luc Koyondi, c'est avant tout une question de volonté politique. L'utilisation du bambou dans la construction, c'est une volonté politique pour commencer. Que les gens doivent prendre la décision de planter. Parce qu'il faut planter quelques centaines d'hectares, quelques milliers d'hectares, voire quelques centaines de milliers d'hectares. Voilà. Et donc pour installer une industrie à base de bambou, il faut de la matière, il faut des plantations. Et ça, c'est pas quelqu'un qui veut dire que je vais planter 100 000 hectares. Ce n'est pas beaucoup qui vont 100 000 hectares. Moins que 5 000 hectares, il n'y a pas d'industrie, quoi. L'industrie de bambou, ça mange des milliers de tonnes par jour. Donc il faut remplir la machine, quoi. Si on est en circuit court, on n'est pas encore en France. D'après Jean-Luc Koyondi, la France aurait intérêt à planter du bambou en complément de la filière bois, car le bambou pousse beaucoup plus vite. En plus, les variétés qui poussent en zone tempérée sont traçantes, n'ont pas passé entre les bambous. Ils sont donc plus faciles à récolter que les bambous tropicaux qui poussent en bouquet. La transition dans le domaine du bâtiment est ainsi liée à ce que plantent les agriculteurs. Tout ce qu'on fait pousser, en fait, va nous aider à faire ce virage. Et puis en plus, ça va nous aider à ne pas trop consommer parce qu'on ne pourra pas tout faire pousser de choses. Donc le bambou, c'est une plante qui pousse très bien, une plante miraculeuse. Tous mes collègues qui sont ici très inspirés par le bambou. Ils vont durant pas mal du bambou. Moi, je peux en dire, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je vous dirai du mal à moi. C'est une plante qui pousse quand même très vite. Elle a une dynamique de pousse qui est incroyable. Alors voilà, je veux savoir quand même Par hectare et par an, c'est... Alors c'est quoi les mauvais côtés du bambou? Le mauvais côté du bambou, mais il n'y en a pas. Je peux pas parler là. C'est un matériau challenger. Donc c'est un nouveau venu. Donc il y a tout le monde qui lui tombe dessus. Tous les autres matériaux sont moins mieux en matériaux. Et donc ils sont plein de défauts. Moi ce que j'entends le plus c'est la plante envahissante. À Taïwan, j'ai jamais entendu C'était envahissant. alors Voilà. en Europe, mais les gens en Europe qui disent ça, c'est les gens qui le plantent dans leur jardin, c'est pas des gens qui le plantent pour... Les agriculteurs, moi je me rappelle, j'ai eu une discussion, on était sur un stand devant une bambouserie qui faisait 2 hectares, africaine. Le monsieur il disait ouais mais c'est envahissant le bambou, comment vous faites pour gérer ça? De suite. Et puis il dit bon moi je suis agriculteur, voilà, cette situation je l'ai depuis 20 ans, pour moi il est envahissant. Parce que c'est mon métier, donc je suis agriculteur, je sais gérer ma plantation. Les Taïwanais se plaignent que le bambou se fait grignoter beaucoup plus vite que le bois par les insectes. À ce sujet, Jean-Luc Koyondi est très fier du système de traitement du bambou qu'il a développé avec Eric Ezel, dont on a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, le bambou traité de cette manière a pu se conserver 12 ans et il pense qu'il pourrait être garanti jusqu'à 50 ans. L'expérience est en cours et Jean-Luc Koyondi espère notamment que ce procédé pourra être utilisé dans les dom-toms. J'ai tourné, notamment une équipe d'ingénieurs à l'île de la Réunion. Et on pense vraiment que l'île de la Réunion pourrait être un petit peu notre Taïwan français, où il y aurait une équipe comme ça de compétences, un laboratoire qui est développé pour la zone Mayotte, de la Réunion, Madagascar. On pourrait aussi installer un système comme ça en Guyane française, une super plateforme d'observation de la nature magnifique. C'est un endroit pour la France développer c'est l'Amérique du Sud. Voilà, on pourrait aussi donner l'appui technique du savoir-faire, un centre technique du bambou en fait. De la recherche à la mise en œuvre sur le terrain, en passant par le développement industriel, Jean-Luc Koyondi et Édouard Sherwood ont de quoi faire ces prochaines années pour continuer à faire mûrir les projets en lien avec le bambou en France. Pour ces projets, Taïwan peut être un partenaire très intéressant et vous pouvez compter sur RTI pour vous faire découvrir les futurs projets franco-taïwanais qui pourraient se développer à l'avenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode des Joies de l'éco-construction.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International, diffusée depuis Tamshui, Taïwan, Téméguang, à l'antenne. Un grand merci à tous les auditeurs qui essayent de nous capter sur ces diffusions directes depuis notre site de transmission à Tamshui. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos rapports d'écoute qui seront confirmés par une carte QSL spéciale. Tout de suite, je vous propose de réécouter un décryptage de Florian Dai qui revient sur les problèmes rencontrés par les enseignants intermédiaires qui ne datent pas d'hier. Bonjour et bienvenue dans ce décryptage de la rédaction qui vous est proposé par Florian Dai. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une décision de la Cour suprême qui a été rendue le 9 août, c'est-à-dire vendredi dernier, et qui a déterminé qu'il est contraire à la Constitution que l'ancienneté ne soit pas prise en compte pour les professeurs contractuels. La réglementation actuelle sur le salaire des professeurs non titulaires n'est pas cohérente d'une ville à l'autre et dans certains comtés et villes, l'ancienneté ne permet aucune augmentation des salaires. John Kai-Sian, qui est enseignant non titulaire depuis plusieurs années, n'était pas satisfait du fait que le lycée où il travaille ne prenne pas en compte son expérience et a demandé une interprétation de la Constitution avec l'argument que la loi permettant cette situation est anticonstitutionnelle. La Cour a donc donné sa réponse vendredi dernier et a estimé que certaines parties de la loi en question sont constitutionnelles, mais qu'il était inconstitutionnel d'avoir d'une part des disparités aussi importantes à l'intérieur du pays et d'autre part de ne pas tenir compte de l'ancienneté des enseignants contractuels et donc que le ministère de l'Éducation devait modifier la loi dans un délai d'1 an afin de la rendre uniforme dans tout le pays. Pour redonner un petit peu de contexte, ces dernières années, on a beaucoup parlé à Taïwan de la situation des enseignants contractuels qui sont de plus en plus nombreux et qui restent plus longtemps contractuels avant d'arriver à être titularisés ou bien de se réorienter. À Taïwan, après avoir terminé sa formation de professeur et avoir obtenu son certificat qui permet d'enseigner, il est possible d'enseigner donc en tant que remplaçant ou contractuel ou vacataire, qui sont des termes qu'ici j'utiliserai de manière synonyme, mais cela ne signifie pas d'obtenir un poste, puisque les postes sont attribués sur concours et ces concours sont extrêmement sélectifs car il y a beaucoup plus de candidatures que de postes disponibles chaque année. D'autre part, la baisse de la natalité fait aussi que certains établissements ferment des cours, des classes ou parfois même tout simplement ferment leurs portes. Et cela fait qu'il y a encore moins de nouveaux postes qui s'ouvrent pour les jeunes enseignants. Concrètement, entre 2015 et 2019, les établissements ont ouvert environ 3000 postes par an à Taïwan pour des professeurs à temps plein en primaire et secondaire. Mais le nombre de personnes qui possèdent un certificat d'enseignement sans être titularisées était de plus de 90 000, ce qui fait qu'ils n'avaient qu'une chance sur 30 d'obtenir un poste. Parmi les enseignants en exercice, environ 1 sur 7 est contractuel et c'est une tendance qui est à la hausse. Pour 2023, selon les statistiques du ministère de l'Éducation, le nombre d'enseignants remplaçants à long terme était d'environ 30 000, dont 16 000 dans les écoles primaires et environ 6 000 dans les collèges et autant dans les lycées. Le plus grand nombre se trouvant dans le Nouveau Taipei et à Taipei. De plus en plus d'enseignants se trouvent donc pour une durée de plus en plus longue aussi dans cette situation où ils enseignent sans être titulaires et donc ils demandent des meilleures conditions de travail. L'année dernière, il y a déjà eu une amélioration puisqu'ils ont obtenu le droit d'être payés pour 12 mois lorsqu'ils avaient un contrat sur une année scolaire et non pour 10 comme c'était la norme jusque-là. Malgré cette avancée, il y a une inégalité qui est encore très marquée, qui est que certains contractuels n'obtiennent jamais d'augmentation de salaire, quel que soit le nombre d'années qu'ils ont passé dans la profession. Alors la loi sur les enseignants permet au ministère de l'Éducation de fixer le salaire des enseignants non titulaires, et donc ce ministère de l'Éducation délègue la responsabilité aux gouvernements locaux de fixer le salaire.
Et donc certaines villes ou comtés permettent de prendre en compte l'ancienneté des enseignants, mais ce n'est pas le cas partout. Et c'est contre cette situation qu'un professeur non titulaire, John Kai-Sheng, a protesté. Il faut rappeler que c'est l'État qui limite le nombre d'enseignements titulaires et les gouvernements locaux sont parfois réticents à créer des postes. Il faut donc appel à des remplaçants, non seulement pour couvrir par exemple les congés maternité ou les maladies, mais aussi pour enseigner des nouveaux cours qui sont optionnels, par exemple, pour lesquels les établissements recherchent plus de flexibilité. Et puis, il y a un certain nombre, qui est relativement important, d'établissements qui ne sont pas disposés à fournir aux enseignants des salaires complets ni les bénéfices de la retraite dus aux titulaires, et donc qui préfèrent engager des contractuels parce que tout simplement ça leur coûte moins cher. Pour revenir sur John Kai-Sheng, donc qui a porté ce problème devant la Cour constitutionnelle, c'est un enseignant contractuel employé par le lycée Zhonghe depuis 2017 et il soutient qu'il est déraisonnable que le lycée ne tienne pas en compte ses années d'expérience, non seulement dans ce lycée-là, mais aussi dans 2 autres lycées dans lesquels il avait précédemment enseigné. Et il a questionné la constitutionnalité de plusieurs règles. D'une part, il y a le fait que, selon lui, le paragraphe 2 de l'article 35 de la loi sur les enseignants, qui stipule que les droits et obligations des enseignants contractuels sont déterminés par le ministère de l'Éducation, n'est pas suffisamment clair. Il trouve aussi que le fait que les règles soient fixées localement viole le principe d'égalité, une égalité entre personnes au même poste d'un endroit à l'autre à Taïwan, et que le fait que les anciennetés ne soient pas systématiquement prises en compte viole aussi le principe d'égalité entre titulaires et non titulaires en l'occurrence. Le 12 mars, la Cour constitutionnelle a tenu un débat et pendant ce débat, Li Zhonghan, représentant de la ville du Nouveau-Taipei, a ainsi soutenu la différence de traitement qui existe entre les enseignants titulaires et non titulaires. Ceux qui ont déjà été admis comme enseignants titulaires sont passés par un parcours très compétitif. Ils ont travaillé dur et ont passé le concours. Nous pensons qu'un traitement différencié, tout en restant approprié et raisonnable, encourage les professeurs remplaçants à préparer les examens pour devenir titulaires. Cela améliore la qualité de l'éducation taïwanaise. Il s'agit aussi d'un sujet d'intérêt public majeur pour l'éducation. En outre, une fois qu'un professeur en place devient titulaire, il peut faire valoir ses années d'ancienneté en tant que remplaçant. Pour John Kai-Sheng, un salaire plus juste n'enlèvera pas l'envie d'être titularisé. Les professeurs remplaçants ont des contrats à durée déterminée. Ils sont souvent recrutés pour une période d'1 an. Si une place reste ouverte d'une année sur l'autre, un enseignant remplaçant ne peut pas être recruté pour plus de 3 ans d'affilée par le même établissement. Pour avoir de bons résultats et pouvoir rester, les remplaçants font plus d'efforts que les titulaires et doivent en plus préparer les concours pour devenir titulaires. La grande majorité des remplaçants cherchent à obtenir un poste fixe sans devoir passer d'examen tous les ans ou tous les 3 ans. La Cour constitutionnelle a rendu son interprétation de la Constitution le 9 août, vendredi dernier, et a estimé que la loi sur les enseignants ne violait pas le principe de clarté, mais en ce qui concerne la répartition du pouvoir des autorités centrales et locales, les avis des juges étaient partagés, en particulier sur la question la plus concrète pour les requérants, à savoir la prise en compte ou non de l'ancienneté. Avec 8 votes contre 7, la Cour a décidé que l'ancienneté devait être prise en compte. D'autre part, en ce qui concerne le fait que les gouvernements locaux puissent adopter des réglementations supplémentaires sur l'ancienneté des professeurs remplaçants au niveau lycée et inférieur et titulaires d'un diplôme d'enseignement, était contraire à l'article 108 de la Constitution qui stipule que les lois régissant le système éducatif doivent être prises au niveau central et appliquées par le gouvernement central ou laissées à l'appréciation du gouvernement local. La Cour constitutionnelle a trouvé que les enseignants contractuels sont des travailleurs indispensables et elle a donné 1 an au ministère de l'Éducation pour actualiser sa réglementation nationale et clarifier la façon de déterminer leur salaire qui doit absolument prendre en compte leur ancienneté. Vous venez de suivre le programme en langue française de Radio Taïwan International, diffusé sur la fréquence 6005 kHz vers l'Europe et l'Afrique du Nord, de 19h à 19h30, temps universel. Retrouvez notre programme complet sur notre site internet fr.rti.org.tw. Merci de votre écoute.